Bonjour à tous et à toutes, c'est le Café littéraire, épisode 4 de la cuvée 2025. Nous sommes en direct du Salon du Livre de la presse jeunesse à Montreuil. Alors tout au long de ce salon, nous avons décliné le thème l'art de l'autre dans ce café littéraire avec les auteurs et autrices invités. Nous avons tendu la main, nous avons fait corps, nous avons ouvert les bras. Et pour finir aujourd'hui, nous allons donner de la voix. Enfin, quand je dis nous, c'est plutôt les personnes invitées autour de la table. Vous avez pris la plume ou le dessin pour porter la voix de celles qui sont contraintes au silence. En premier lieu, les femmes, avec vous, Paola Guzzo, qui nous présentez « Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus », Actes Sud BD. L'histoire dessinée par Cécile Rousset, des collages contre les féminicides. Vous portez la parole des femmes qui se sont tues à jamais. Bonjour Paola. Bonjour, bonjour à tous. Colline Pierret, vous nous racontez dans Le silence est à nous chez Flammarion l'histoire d'une résistance silencieuse, celle de lycéens contre l'institution qui refusent de prendre ses responsabilités lors d'une agression au sein de celui-ci. Vous portez, vous, la parole des jeunes révoltés. Merci d'être là. Bonjour. Claire Castillon, vous prenez la plume, vous, pour porter la parole d'un enfant, Omer, enfermé dans son corps, mais aussi dans sa tête, un petit peu, malheureusement, chez Gallimard. Scripto est un livre inclassable qui nous va droit au cœur. Ravi de vous avoir à la table avec nous pour ce café littéraire. Bonjour à tous. Arthur Scanu, vous êtes un poète des temps modernes avec second souffle, vous portez la voix de malades, de ceux qui n'ont plus de souffle. Un texte plein de vie et de vigueur. Nous sommes très très heureux de vous avoir avec nous durant cette heure. Merci, bonjour. Cette heure, nous la passerons aussi avec Lily de Poissy. Alors, c'est pas ton nom, hein, Lily de Poissy, ça peut faire classe. C'est Lily qui vient de Poissy. Lily, sois la bienvenue. Merci. Alors, j'ai envie de dire, ça y est, tu es là. Enfin. Pourquoi je dis enfin ? Parce que c'est la 3e fois que je viens et que c'est la première fois que je suis avec ta ma classe à chaque fois. Oui. Et les autres années, j'étais dans le public à poser une question et cette année, je suis enfin là autour de la table pour parler avec tous les auteurs. Et alors, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant, ça va bien. Bah oui. Oui, voilà. Bon, il faut que ça continue, mais ça va continuer. Raconte-moi un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes dans la vie Je m'appelle Lily, j'ai 16 ans, je suis en terminale et dans ma vie, j'aime bien lire, faire du sport. Voilà. D'accord, une jeune fille normale. Je crois que tu es un peu matheuse, toi ? Oui, Ouais, un peu. très matheuse même. J'ai maths physique et maths experte au lycée, donc oui. Donc, on peut aimer les maths et les livres. Exactement. D'accord, ok. Je crois que Claire avait une petite question pour toi. Oui, je me demandais en quoi faire partie d'un club de lecture t'apportait quelque chose par rapport à la quête solitaire de livres dans une médiathèque ou dans une librairie. Non, moi j'aime beaucoup faire partie du club, notamment parce que ça me permet de parler avec les gens et d'échanger sur différents livres. Et en plus, ça permet de parler de plein de genres différents parce qu'on lit pas tous les mêmes types de livres et ça nous permet de découvrir un peu tous les horizons. Ça permet d'avoir un échange sur tous les types de livres et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire partie du club. Ouais. Est-ce que ça échange calmement ou des fois c'est un peu... Non, c'est toujours calme. Non, toujours calme. Toujours calme. D'accord, ok. Arthur, vous aviez aussi une petite question. Oui, moi je voulais savoir si tu avais un morceau du moment, une chanson du moment. Oui, ma chanson du moment, c'est Do It de Stray Kids qui est sortie il n'y a pas longtemps et je l'écoute beaucoup ces derniers jours. Ok, bon. Est-ce que tu es prête ? Est-ce qu'on y va ? Oui. Allez, on y va. Et on va commencer avec vous, Paola Guzzo. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus avec Cécile Rousset chez Actes Sud BD. Alors, vous êtes diplômée, vous êtes une journaliste diplômée de l'IFP, une jeune journaliste. Vous êtes journaliste radio, vidéo et presse écrite. Vous travaillez principalement pour Radio France et France Info, mais aussi avec Radio Nova et Brut. Vous êtes aussi co-autrice du podcast J'ai harcelé. Vous en direz peut-être un petit mot tout à l'heure. Alors vous êtes souvent dans un train, vous vivez entre Paris et Amiens, et vous avez collaboré avec donc Cécile Rousset pour nous livrer cette somme. Je parle bien d'une somme, parce que c'est vraiment... il y a du taf, on le sent.
C'est un gros travail. Un gros travail. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus à l'origine des collages contre les féminicides. Lily, est-ce que tu peux nous résumer cette somme ? Oui, donc c'est une BD documentaire qui retrace l'histoire du mouvement féministe et militant des collages qui a été commencé à l'été 2019. Dans cette BD, on entend la voix de différents porte-paroles, Marianne, Tal, Camille ou encore Muriel. Cette bande dessinée, elle revient aussi sur les combats et l'histoire du féministe et sur les conflits qu'il peut y avoir au sein de ce mouvement, car ils permettent de se réapproprier l'espace public. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça t'a touché, toi, en tant que jeune femme ? Oui, moi j'ai adoré, notamment parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus sur un mouvement que, en soi, je connaissais pas trop. Enfin, j'ai toujours croisé des collages dans la rue parce qu'il y en a toujours eu, mais je savais pas d'où ça venait, pourquoi c'était là. Et en plus, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de certaines personnes qui ont fait partie de ce mouvement et des histoires que je connaissais pas. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce format-là avec le témoignage dans les livres. Tu en as croisé à Poissy, par exemple ? Non, parce que je vis pas à Poissy, mais j'en ai croisé à Paris les fois où je suis venue, ou pas très très loin de chez moi, des fois quand on passe sur l'autoroute ou sur la nationale. D'accord. Eh bien Lily, je te laisse avec Paola, je vais prendre un café puis je reviens tout à l'heure. Alors je vais rester dans les parages. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce roman graphique ? Donc comment j'ai eu l'idée, comment on a eu l'idée ? En fait, il s'est avéré qu'en 2019, j'étais déjà plus ou moins dans les milieux féministes à m'intéresser un peu des actions, des luttes qu'il y avait. Et on m'a emmenée dans un squat un soir en me disant il y a une action contre les féminicides pour lutter contre ce fléau. Et donc en fait, je me suis retrouvée un soir à coller. Au tout début du mouvement, j'étais dans ce squat et j'ai passé la nuit à coller des messages, des prénoms de femmes qui avaient été assassinées par leur conjoint, ex-conjoint, et le numéro de leur mort. Enfin, c'était vraiment Muriel, 47e féminicide, tuée à coups de couteau, etc. Et on était très, très, très nombreuses dans ce squat ce soir-là, parce que l'idée, c'était de repeindre tout Paris avec ces slogans. Et donc voilà, gros choc pour moi de découvrir ça, de sortir en pleine nuit, endroit et milieu dans lequel je suis pas très à l'aise en général en tant que femme et voilà, de rendre hommage de cette manière à ces personnes-là. Je suis entrée ensuite en école de journalisme et j'ai continué à garder un œil sur ce mouvement qui a explosé et je me suis dit que mon premier gros projet en tant que journaliste, ce serait de sortir cette enquête-là. Est-ce que vous aviez une sensibilité féministe avant de rencontrer ces femmes ou pas du tout ? Et c'était un peu le déclic ? Oui, tout à fait. De part, je pense, des expériences personnelles, mais moi, je suis très concernée par les questions des violences conjugales aussi dans ma famille. Pas ma famille la plus proche, mais quand même, au niveau de mes grands-parents. Donc, c'est déjà un sujet auquel j'étais sensibilisée. Et c'est aussi un sujet contre lequel je luttais un peu avec mes amis. Au quotidien, on en parlait beaucoup. On essayait de comprendre comment la société était différente parce qu'on était des femmes. Et voilà. À partir du moment où on dit toujours ça, mais où on a ouvert les yeux du féminisme, c'est difficile de les refermer, de ne plus voir, de mettre des œillères et de ne plus voir ce qui est adapté quand on est une femme. Est-ce que c'est des discussions que tu as, Lily, avec tes amis du lycée ? Avec mes amis du lycée, pas forcément. Avec certaines amies en dehors du lycée, oui. J'ai aussi eu des discussions là-dessus avec ma famille. Sur le fait d'être une femme dans la société, etc. Et oui, c'est quelque chose dont on parle pas mal, moi, dans mon cercle d'amis et de famille, donc oui. D'accord. Je te laisse poser une autre question. Dans la BD, il y a énormément de témoignages qui sont tous très touchants. Comment est-ce que vous avez rencontré ces femmes et tissé un lien de confiance avec elles pour qu'elles vous racontent leur histoire ? En fait, ça a été super progressif. J'ai rencontré certaines personnes pendant des actions, j'ai rencontré d'autres parce que certaines me parlaient d'autres, et ça a été plein de fils tirés. En fait, dès qu'on me parlait de quelqu'un avec une histoire un peu différente, je me disais, en fait, on va aller la rencontrer. J'étais dans un moment où on a fait énormément d'interviews avec plein de monde. Il y a plein d'interviews que j'ai fait qui ne figurent pas dans ce livre parce qu'il a malheureusement fallu faire des choix, ce qui est vraiment horrible, et que j'aime pas trop faire. Mais voilà, c'est des fils tirés, c'est des histoires touchantes, c'est en effet une relation de confiance qui est créée, parce que aussi je suis journaliste, donc je suis habituée à recueillir les récits des gens, à les amener à m'en parler, à m'engager, en fait, à respecter à 100% le récit qu'elles vont me donner. Et donc voilà, c'est vraiment un peu des personnes qui m'en ont parlé d'autres, et
ce qui a déterminé le récit du livre au final. C'est comme ça que j'ai été rencontrer Muriel à Grasse. C'est un procès emblématique qui fait que j'ai rencontré les membres des collages de Nantes, qui sont du coup en procès attaqués par la police dans le livre. On entre et on finit par elle. Et en fait, on s'est vu plein de fois. Donc au fur et à mesure du temps, on a pu aller un peu plus loin dans leurs histoires. Et certaines ont décidé de nous confier aussi l'histoire de leur vie. Parce que tout ça, ça a un lien évidemment avec leur activisme féministe. Oui, on ne rentre pas dans le collage comme ça par hasard. Non, il faut en général qu'on nous en parle, ou alors c'est nos amis ou des connaissances qui le font. Mais je crois qu'on rentre dans le collage aussi parce que c'est quelque chose qu'on ressent. Enfin, il y a une colère en fait, il y a une envie d'agir, il y a une fatigue. Là, c'était vraiment le mouvement des collages est apparu dans un moment où il y avait vraiment une grosse colère de la part des femmes et des minorités de genre en France. On était déjà dans la préparation du Grenelle contre les violences conjugales de la part mise en place par le gouvernement. Il y avait déjà plein de choses qui allaient pas. Il y avait une volonté forte de se mobiliser, donc qui a rassemblé autant des personnes qui n'avaient jamais milité, très jeunes, autant des personnes qui étaient des militantes de longue date, d'anciennes fémènes, et aussi des personnes concernées par ces violences, donc anciennes victimes de violences conjugales ou même actuelles victimes. Vous parlez dans le livre de l'histoire de la créatrice de ce mouvement, qui était une ancienne fémène et qui a aujourd'hui viré à l'extrême droite. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce revirement C'est une question qu'on nous pose souvent et c'est malheureusement toujours ce que je réponds, mais ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est le mouvement des collages en tant que tel qui est né et qui a explosé grâce à des milliers d'anonymes. Marguerite Stern, cette personne qui a créé les collages, on ne pouvait pas ne pas la faire figurer dans le livre parce que c'est de fait la personne qui a amené ce mouvement à Paris, qui a eu l'idée de ce mouvement-là. Mais en soi, elle est restée que 1 mois dans le mouvement. Donc à partir de ce mois-là, on en reparle parce que ça définit la charte du mouvement un peu plus tard dans l'année, mais c'était pas notre enquête. Le fait de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à elle, c'était pas notre sujet. On a décidé de ne pas s'y intéresser parce que peut-être que ça fera l'objet d'un autre roman, d'un autre livre, mais en tout cas, c'était pas notre intérêt. Nous, on voulait vraiment raconter ce mouvement, parler de ces milliers d'anonymes, comment est-ce que ça a fait pour exploser, comment est-ce que les personnes se sont organisées, quelles ont été les difficultés traversées et surtout quelle a été l'évolution du mouvement. Et c'était très important pour nous de faire en sorte et de montrer dans ce livre que c'est un mouvement collectif, c'est un mouvement anonyme, il n'y a pas de chef, il n'y a personne à la tête, il y a vraiment une grosse volonté d'horizontalité. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de ne pas parler d'elle, parce que finalement, elle a disparu assez vite, malgré le fait qu'on en a reparlé de par ses positions. Et rien n'aurait pu présager à ce moment-là, a priori, qu'aujourd'hui, elle se positionne aussi près de l'extrême droite en soi. Tout au long de la BD, on voit énormément de collages qui sont dessinés avec aussi un mélange de styles au niveau des dessins. Il y a un côté moderne qui côtoie un style un peu plus vintage, années 50. Le ton grave, il côtoie aussi un registre plus humoristique. Pourquoi avez-vous fait ce choix dans les dessins ou dans le ton de la BD ? Ça, c'est vraiment Cécile Rousset. C'est vraiment le talent de Cécile Rousset, l'humour de Cécile Rousset. C'est vraiment elle, et c'est grâce à elle que ce livre a cette tête-là, vraiment 100%, parce que moi, je suis habituée à avoir des récits très durs, très bruts, mais c'est toujours très dur de se dire on va faire un livre qui va être pas si intense, pas si dur à lire. En fait, on avait envie que ce soit pas trop lourd, on avait envie d'avoir des moments de respiration, on avait envie que ça puisse être dans les mains de tout le monde, et que ce soit pas... ça m'a plombé de lire ce livre. Non, donc c'était vraiment son idée de faire ce parallèle avec les années 50, comme un petit pied de nez sur d'où on est parti, voilà où on est arrivé. On parle de femmes qui avaient beaucoup moins de liberté dans cette époque-là, et aujourd'hui de personnes qui vont se réapproprier la rue pour dénoncer des injustices et des violences faites aux femmes, des crimes, des meurtres. Donc voilà, c'est elle qui a vraiment dit il faut vraiment qu'on réussisse à faire quelque chose de drôle, quelque chose de sympa. Et en fait, ça a marché comme ça. On a fait plein de ping-pong, de l'aller-retour. J'avais des suggestions, mais en soi, beaucoup des blagues, ça vient de l'esprit de Cécile, bien sûr. Elle est très douée pour ça. Je disais que vous étiez une jeune journaliste. La BD, aujourd'hui, elle est investie par beaucoup de jeunes journalistes pour raconter peut-être des scandales peut-être qui sont passés sous les radars des grands médias. Vous, c'était votre intention ou c'était celui de toucher vraiment le public qu'on a derrière nous, ou des jeunes filles comme Lily avec la BD ? En fait, il y a plusieurs raisons. Moi, dans mon métier en tant que journaliste radio, je vais passer une journée sur un sujet pour qu'il soit le lendemain matin à l'antenne, et après, je ne travaille plus dessus. Et alors que parfois, il y a des sujets qui méritent tellement de gros travail, qui méritent qu'on aille plus en profondeur, qu'on sache d'où ça vient, comment ça évolue et tout. Ce mouvement, il en fait partie. En tant que journaliste radio, j'ai travaillé avec le mouvement des collages sur différentes régions de France.
Donc j'avais envie en fait d'aller plus dans la profondeur, d'essayer de comprendre, de le repositionner. Autre chose, la bande dessinée, c'est un média qu'on lit tous dans mon entourage. C'est très présent. Voilà, tous mes amis lisent de la BD, pas autant lisent des romans et des livres. J'avais envie que ça puisse aussi toucher un autre public que celui que je touche en étant journaliste, en faisant des choses courtes. Voilà, c'est pas forcément plus accessible parce que je dirais jamais ça de la bande dessinée, parce que c'est vraiment une autre œuvre, c'est un autre art. C'est un autre langage. Un autre langage complètement, mais ça me permettait d'aller plus loin. Voilà. Qui est de plus en plus investi, vraiment. Penchez-vous sur. Allez chez vos libraires, demandez, parce qu'il y a beaucoup vraiment de formidables BD sur des scandales, notamment écologiques, sur les algues vertes, par exemple, je pense, en Bretagne. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Paola, on a encore plein de choses à vous demander. Je vous propose, Colline, on y va? Vous êtes prête? On prend son micro. C'est parti. Alors, Colline Pierret, vous êtes une écrivaine de littérature jeunesse. Vous publiez votre premier roman pour la jeunesse, Apprendre à ronronner, en 2013. On en compte aujourd'hui une vingtaine. On les a comptés tous les deux, tout à l'heure. On était bons. Vous écrivez aussi pour les adultes. Vous vous essayez à la poésie aussi, avec une grammaire amoureuse, et même aux essais, éloge des fins heureuses. De 2015 à 2022, vous co-dirigez avec l'écrivain français Martin Page, du coup, le laboratoire de micro-édition Monstrographe. Ça va être rigolo, ça, pour y publier. Tu as vu, Lily, alors ils publient, eux, les livres les plus bizarres, impubliables ailleurs, ou refusés partout. Voilà, ça s'appelle Monstrographe, et je pense qu'il faudrait qu'on aille jeter un petit coup d'œil. Vous aimez aussi la scène, où vous réalisez avec plein d'artistes des lectures performées, c'est ça, musicales, dessinées, dansées, et vous écrivez aussi pour le spectacle vivant. Et vous êtes là aujourd'hui pour le très vivifiant Le silence est à nous, chez Flammarion, en vers très libre, chez Flammarion Jeunesse. Lily, tu peux nous faire un petit résumé ? Oui, bien sûr. Donc, on va suivre dans ce livre Léo, qui est une adolescente de seconde, qui est confrontée à des problèmes d'une adolescente de 16 ans, à la solitude, l'anxiété, mais elle est aussi un peu perdue par rapport à son orientation et à son identité. Heureusement, elle a Aïssa, sa meilleure amie, pour l'aider. Mais un jour, Léo, elle va être témoin d'une agression sexuelle sur une élève de son lycée qui s'appelle Mariam. Et ensemble, elles vont tout faire pour essayer de se révolter contre le sexisme dans leur lycée. Des manifestations, des blocages et surtout une grève de la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es rentré dans la lutte avec eux? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, notamment le fait que, vu qu'on est dans la tête de Léo et que c'est écrit en vers libre, j'ai eu vraiment l'impression qu'on pouvait voir tous les moments de doute qu'elle avait, parce qu'il y a des endroits où il y a des espaces, on pouvait vraiment tout percevoir, comme si on lisait vraiment le journal intime de quelqu'un. Et du coup, je suis vraiment rentrée dedans, dans leur révolte et aussi dans ce pourquoi elles se battent. Alors, je te laisse avec Colline, et je suis pas loin, je bouge pas. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet des violences sexuelles et sexistes pour parler ? Parce que c'est un sujet qui, je pense, depuis 10 ans, a été beaucoup détricoté par les essais, par le journalisme, par les podcasts, et que je trouve intéressant d'aller, mais je suis pas la seule, d'aller m'en emparer dans la littérature, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter d'autres, de différents par la littérature sur ces questions-là, peut-être des représentations, peut-être des moyens de lutte un peu transversaux. Et la question aussi qui sous-tendait le livre, c'est que moi je me mettais dans la place, dans la peau de quelqu'un qui, comme Léo dans mon livre, assisterait à une agression sexuelle, et je me disais, mais qu'est-ce que moi je ferais malgré toutes mes valeurs, malgré toutes mes convictions? Est-ce que moi je saurais réagir? Est-ce que j'oserais réagir? Est-ce que je ferais quelque chose? Et donc je suis partie de ça, d'un personnage qui se retrouve face à cette contradiction-là et face à cette honte, en fait, d'elle-même, de ce qu'elle n'a pas fait, et de me dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là, comment corriger, comment réparer, en fait, cette absence de réaction. On a tout de suite remarqué, en lisant le roman, qu'il y avait un style d'écriture assez particulier, puisque le roman il est en vers libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de l'écrire en vers libre ? Déjà parce que c'est un plaisir de lectrice. Quand je lis des romans en vers libre, je trouve que c'est des formes qui
qui coulent, qui glissent, qui sont très fluides et que j'aime beaucoup lire. Parce que j'écris de la poésie, par ailleurs, j'écris des romans de l'autre côté, et j'avais envie de voir aussi ce qui se passait quand on mélange les deux, en fait, comment la poésie peut servir la narration, comment cette forme peut aller enrichir aussi le récit. Et ça avait pour moi un sens particulier dans ce livre-là, parce que comme c'est un livre qui parle beaucoup du silence, le vers libre, en fait, ça donne de la place visuellement au silence. En fait, quand on ouvre le livre, on le voit aussi, ce silence, et puis on voit les trébuchements de la parole, on voit les hésitations, on voit tous les mots qui voudraient être dits et puis qui sont ravalés, la manière dont on voudrait dire quelque chose et puis on n'ose pas y aller. Et je trouvais intéressant d'aller faire exister ce silence vraiment très concrètement, très matériellement. Vous utilisez ces vers libres tout au long du livre pour faire une typographie assez particulière, en faisant des calligrammes, des interviews avec des messages téléphones, des extraits de journaux. Le rythme, il est souvent entrecoupé par des silences, par des grands espaces. Est-ce que cette mise en page, elle s'est imposée dès le début de votre écriture du roman, ou est-ce qu'elle est venue après ? Elle est venue petit à petit, et puis elle s'est surtout enrichie et étoffée au fur et à mesure que le livre avançait. En fait, j'avais cette envie, dans la mesure où j'allais mettre en scène des personnages qui parlent pas, alors pas tout le temps, mais dans plein de situations. Je voulais du coup faire exister tous les moyens de communication alternatifs qu'ils allaient utiliser. Donc évidemment les textos, les emails, mais aussi de la presse, des moments où Léo écrit dans son journal ou bien écrit des chansons. Donc il y a aussi des paroles de chansons, il y a des listes. Enfin, j'ai essayé de balayer un peu tous les formats possibles. Et là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Et là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, et j'ai même pas utilisé. Je sais que j'en avais listé que j'ai pas mis parce qu'ils n'avaient pas lieu d'être dans le livre, mais en fait, oui, d'ailleurs, quand on dit toujours les jeunes ne lisent plus, les jeunes n'écrivent plus, en fait, bien sûr que si, mais c'est juste que c'est des manières aléatoires, enfin, pas aléatoires, alternatives de le faire, en fait. C'est d'autres formes. Les personnages de vos livres sont très réalistes et très bien écrits. Certains sont décrits physiquement, mais il y a un flou quant au physique de Léo qui s'interroge aussi sur son identité de genre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix que de laisser son physique flou ? Je crois que je laisse... globalement, moi, je visualise pas très précisément mes personnages. Parfois, je visualise un trait de caractère ou un trait de... je sais pas, une paire de lunettes ou une coiffure. Mais je les visualise pas dans leur globalité. Et même ceux que je décris, finalement, je décris un détail, en fait. Aïssa, je parle beaucoup de ses cheveux. Mariam, pareil, je parle un peu de ses cheveux et puis de sa posture. Mais c'est toujours plus l'idée d'une silhouette qu'une description précise. Et pour Léo, il y avait comme il y avait cette question qu'elle se pose sur son identité de genre et qui traverse tout le livre, il y avait cette idée de pas l'enfermer dans quelque chose, parce qu'elle est en mouvement, en fait. Elle est mouvante, sa personnalité aussi, son style vestimentaire aussi, sa coiffure aussi. Tout est en changement, en chantier, en recherche. Donc, à part les grandes étapes de changement que je raconte, effectivement, je voulais pas en dire plus. Je préfère qu'on s'imagine son personnage, la vision qu'on en a, que chaque lecteur ou lectrice puisse vraiment se faire sa projection. D'accord. Il y a chez les adultes deux équipes d'adultes. Il y a une partie comme le CPE, Monsieur Diaz ou la professeure documentaliste qui aide les protagonistes dans leur lutte contre le sexisme. Et il y a une autre équipe plutôt avec le directeur ou la directrice adjointe qui, eux, sont adeptes du pas de vague et qui ne veulent pas en parler. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait un entre-deux ou pas ? Oui, je pense. Je pense qu'il peut y avoir un entre-deux. Après, c'est des sujets tellement clivants. Il faut juste recontextualiser. Peut-être. Il y a une agression dans le lycée. Ouais. Voilà, donc la jeune fille qui a été agressée va voir le proviseur. Là, le pas de vague, non seulement ça, mais en plus, il prend la décision d'imposer dans le règlement intérieur que les filles
s'habille plus dignement ou plus, je ne sais pas quel terme employer, enfin un terme qui va certainement pas avec, avec la réponse à apporter de toute manière. Ouais. Donc voilà, il y a deux positions d'adultes, ceux qui sont du côté des victimes, élèves, et puis l'administration, on Ouais. met tout sous le tapis. Donc l'entre-deux existe pour vous? L'entre-deux existe. Après, il y a des profs qui sont un peu dans l'entre-deux. Il y a des profs, la prof de français, par exemple, qui les soutient dans leur grève, mais qui le fait de manière discrète. Enfin voilà, elle fait grève dans son cours, mais elle va pas l'afficher, elle va pas les soutenir. Voilà. Il y a des profs aussi qui mettent une affiche sur la porte de la salle des profs, voilà, qui est pas signée. Donc il y a quand même des moyens de soutien qui sont moins engagés peut-être que les profs qui les soutiennent directement. Ensuite, je pense que l'entre-deux est quand même compliqué parce qu'à partir du moment où on refuse d'aider, on est de l'autre côté en fait. Alors on peut être moins violent, moins radical que le proviseur, le proviseur qui C'est le plus radical, hein, le qui va proviseur. plus loin, mais à partir du moment où on fait rien, on est complice en fait, d'une certaine manière. Le silence, du coup, c'est une force parce qu'ils font la grève de la parole. Donc, ils érigent le silence en résistance. C'est une force? Ça peut l'être? Ça peut le devenir. C'est plutôt stigmatisé, c'est plutôt critiqué, c'est plutôt considéré comme une manière de se taire, de ne pas agir, de laisser faire, etc. C'est plutôt ça a plutôt une mauvaise réputation, le silence. Mais c'était justement moi ce qui m'intéressait, c'est de dire que... Mais c'est un peu comme dans les collages. Les collages, j'y pensais tout à l'heure, c'est silencieux aussi. C'est une manière... Et ça peut être silencieux et très joyeux. C'est ça. C'est une manière, voilà, tout le monde n'a pas envie d'aller crier dans l'espace public, de prendre la parole. C'est pas simple. Et donc, c'est des méthodes d'action, le silence ici ou le collage, qui peuvent donner la parole à des personnes qui ont plus de difficultés à la prendre. Il y a mille et une manières de porter la voix de ceux qui n'en ont pas. C'est ça. Collage, c'est ça, véritablement. Silence aussi. Et puis dans vos livres, naturellement. Je vous propose parce que Lily, elle a beaucoup travaillé, mais les collègues aussi. Non, mais c'est toute ta classe aussi. Et notamment, on va vous poser une question. Alors, prenez vos micros tous les quatre, parce que j'ai envie d'avoir vos Ça réponses. me va aussi. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Donc notre question, c'était la littérature se doit-elle d'être engagée? Est-ce qu'elle doit faire passer un message? Alors, tout est dans le se doit. Arthur? C'est une très, très belle question, très vaste. La poésie, naturellement. Je pense qu'on y répond tous et toutes en permanence à chaque fois qu'on choisit de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se met à sa table, on prend un stylo, on prend son ordinateur, on écrit quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça plutôt que de rien faire? C'est peut-être parce qu'il y a la conviction que ça a une importance. Et déjà, cette conviction-là est politique. Voilà, cette croyance-là, pour moi, elle est engagée. Après, pour le message, j'avais un prof de français qui disait « La littérature ne fait pas passer un message comme on fait passer un ballon, mais il y a vraiment cette idée qu'on fait plutôt que rien. » Et ça, c'est important. Je suis assez d'accord avec Arthur dans le sens où ça me fait penser à cette croyance qu'on a beaucoup et qu'on nous a beaucoup dit aussi au fur et à mesure des années, c'est que tout est politique. Donc vraiment, le choix de se lever de son lit, c'est politique. Le choix de prendre un thé plutôt qu'un autre, c'est politique. Le choix de lire un livre plutôt qu'un autre, c'est politique. Donc il n'y a pas forcément un engagement à travers tous les livres qui est clair comme celui qu'il peut y avoir dans celui-ci, par exemple, ou dans certains des nôtres. Mais je pense qu'il est toujours là, en fait, cet engagement, quelque part. Plus ou moins prononcé, plus ou moins fort. Et ça ne se doit pas, mais c'est là, de fait. Je suis très d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais peut-être que, à mon sens, effectivement, tout est politique. Et si on pense ne pas être politique, on l'est, en fait, mais d'une autre manière. On l'est d'une manière... du côté peut-être de la norme ou de ce qui domine en fait, si on fait le choix de ne pas, enfin si on croit faire le choix de ne pas être politique.
Claire ? Oui, moi j'entends engagement d'une autre manière qui est peut-être plus sportive, comme quand on part en montagne et qu'on dit tiens, ça c'est engagé, pour dire que c'est difficile et qu'il faut jamais le lâcher. J'ai pas ce sentiment-là personnellement. J'ai l'impression que si un livre contient aucun message, c'est parce que enfin comment dire, j'ai l'impression que le lecteur va trouver des messages. Et que l'auteur y aura jamais pensé. En tout cas, le plus souvent, moi, c'est ce qui m'arrive. 1000 fois, c'est arrivé dans mes livres qu'on me parle de choses et que je me dise aïe. En effet, ça transpire. Il y a quelque chose à l'intérieur qui parle de ça, mais moi, j'ai pas fait exprès. Donc, je pense que ça compte aussi au-delà de ce qui est pensé, de ce qui est prémédité, de ce qui est intelligent et qui est fait pour ça. Ça compte dans la littérature comme dans tous les arts d'évoquer tout ce qui est absolument inconscient, évité presque d'ailleurs, et qui se retrouve quand même dans le texte. Ça vous fait quoi quand il y a quand il y a quelqu'un du public qui vient vous voir en disant ah, dans votre livre, c'est super de parler de ça, et en fait, vous y étiez pas du tout. On se dit quoi ? Mais honnêtement, moi, parfois, ça m'est arrivé vraiment de tomber des nues et de me dire ah chouette, j'ai vraiment écrit un truc super intelligent, mais je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, c'est ça que ça apporte. Ça m'est arrivé même pour le titre d'un recueil de nouvelles qui s'appelait Insectes, qui parlait énormément d'inceste, et il a fallu que quelqu'un me dise insecte, donc l'anagramme d'inceste, et j'ai dit ah oui, et je le savais pas. Enfin, je l'avais pas vu. Et ça me fascine, hein, je trouve ça curieux, mais voilà, je pense que c'est pas mal qu'il y ait des lecteurs une fois qu'on a écrit quelque chose, pour le comprendre. Alors, gardez le micro, Claire. Claire Castillon, vous êtes avec nous pour un petit peu. Malheureusement, c'est le titre du livre. Hein. C'est pas, vous êtes avec nous un petit peu malheureusement. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, c'est le titre du livre, hein, un petit peu malheureusement, publié aux éditions Gallimard Scripto. Vous publiez votre premier livre, Le Grenier, en 2000. Depuis, vous avez publié de nombreux ouvrages et des recueils de nouvelles traduits en plus de 20 langues. En 2010, vous publiez Les Bulles, la recueil de nouvelles que Marion Vernoux adapte sur scène au théâtre en 2013. Et vous entrez dans le roman jeunesse avec Tous les matins depuis hier en 2013. Et vous avez notamment décroché le prix Vendredi en 2022 avec Les Longueurs. Et vous nous présentez aujourd'hui un petit peu, malheureusement, un roman expérimental, surprenant, saisissant, que je vais essayer de résumer. Alors c'est une explosion. Une explosion de mots, de sensations, de phrases répétées à l'envi, une espèce de logorée verbale. Bienvenue ou pas dans la tête d'Homère. Ce petit garçon, ultra sensible, très intelligent, mais pas toujours cohérent, a une foule de secrets. Il nous raconte sa vie à l'internat, ses liens plus ou moins tendus avec les autres. Homère ne ressemble à personne. Il est un monde à lui tout seul, comme le sont tous les enfants, mais tous n'ont pas la même urgence de vivre que Homère. C'est très difficile de raconter un livre qui est tellement à part, tellement à part. Lily, est-ce que tu veux poser une question à Claire ? Je crois que tu en as quelques-unes. Oui. On a bien préparé, tu as vu la liaison, ça se fait. Tout d'abord, le titre, un petit peu malheureusement, il revient régulièrement dans le roman. Pourquoi est-ce que vous le faites revenir si souvent ? Alors, c'est pas le titre qui revient, mais c'est le titre qui est arrivé parce que l'expression revenait souvent. À tel point qu'en proposant le livre à mon éditrice, je lui ai dit mais j'aime pas tellement ce titre-là, il est déjà beaucoup dans le livre. Et puis en fait, ils m'ont dit mais si, c'est évident que c'est le titre. J'adorais cette expression. Je me disais qu'il fallait qu'Homère, qui est assez sûr de lui, qui est très pédant quand même, souvent, qui sait tout, nous touche avec des mots qu'il a un petit peu de travers et sa façon de nous dire, il nous dit pas hélas, qui serait un peu désuet, il nous dit un petit peu malheureusement, ça me faisait craquer. Je me suis dit bon, lui, il a cette petite phrase à lui qui va revenir. Mais voilà, le titre après, c'est parce que il paraît que c'était un bon titre. Ah, moi, je trouve. Oui, je trouve complètement, Lily. C'est une lecture qui va nous perdre tout au long, mais qui à la fin va nous éclairer. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix que de nous laisser dans l'inconnu au début ? Ça, c'est vraiment un choix d'écriture. J'aime bien, en ce moment en tout cas, raconter au lecteur une histoire et me dire qu'à la fin,
le livre va se retourner et qu'il va se dire ah mais j'avais pas vu, mais oui évidemment on me racontait autre chose. Et donc là je voulais au début qu'on soit en effet dans la tête d'Homère qui nous dit voilà c'est la fin du monde, je suis chargée de le rebooter, il y aura un monde après, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui vais mettre tous les ingrédients que je veux à l'intérieur. Il nous raconte le cadre dans lequel il vit. On voit qu'il y a des petits trucs qui sont pas très nets, mais on comprend pas trop. On se dit bon allez, on avance. Il nous parle de son enfance, il nous parle de ses parents, de sa famille, de son amoureuse, etc. Et puis au fur et à mesure, ça s'éclaircit. Je crois que c'est vraiment un choix d'écriture, tout simplement. En fait, j'ai écrit beaucoup de romans, donc aujourd'hui, il m'arrive de me dire, j'ai très envie que ça fasse bizarre au lecteur. Alors voilà, je pars de là. Je me dis, je vous raconte un truc, mais ça va pas du tout être ça. Donc attendez-vous à ce que l'histoire se retourne. On est d'accord, quand on lit un petit peu malheureusement, on est en apnée. Je trouve, on est dans la tête de ce petit garçon qui nous prend le cerveau, vraiment, qui nous le lâche plus. Je voulais savoir, vous l'avez écrit aussi, vous a pris le cerveau, vous étiez dans quelles conditions vous l'avez écrit, parce que... J'ai beaucoup de héros qui me... j'aime bien, en fait, être dans la tête du personnage et lui, il me prend pas la tête. C'est moi qui me dis, tiens, l'idée, c'est que vraiment, il devienne comme un moustique autour de la tête du lecteur, quoi, qu'il soit à la fois énervant, mais qu'en même temps, il soit présent. Et donc, en fait, mon obsession, moi, il m'agace pas, mais je veux qu'il soit agaçant. J'ai pas dit ça. Hein. Oui, il est pas agaçant. Je veux dire, quand même un peu. Il est un petit peu agaçant. Oui, il est agaçant. Mais bon, le problème, c'est qu'on peut pas raconter la fin. Non, on peut pas. Et on ne doit pas, Lily. Attention. Ouais. On a signé une charte. Ouais. Non, j'aime quand le personnage a une densité, même quand elle est un peu opaque, même quand le personnage est trouble, même quand le personnage est méchant, j'en sais rien. Donc c'est comme si je voulais donner ça à manger au lecteur. Et vous étiez aussi donc pris un petit peu en apnée comme ça en écriture ou pas du tout? Je suis toujours un peu. Je suis prise et pas prise parce que je suis prise pour qu'il y ait la densité et puis en même temps c'est quand même moi qui contrôle, donc il y a un vrai hiatus entre la légèreté que je ressens parce que j'ai étouffé tout le monde et le fait d'être étouffé en effet par certains passages au moment où j'écris, mais je maîtrise mieux, je pense. Lily. Homer, c'est un personnage qui est assez particulier. C'est un enfant qui est assez particulier toujours. Comment êtes-vous rentré dans son cerveau pour pouvoir nous raconter son point de vue de sa vie ? Avec pas mal de facilité dès lors que j'avais sa voix, son espèce de... tout à l'heure, vous parliez de silhouette. Moi, je vois ça comme une poche. Vraiment, j'ai une poche vide de personnage. Et puis, tout à coup, il prend forme. Et je me dis, voilà, j'approche ce qu'il contient avec beaucoup, beaucoup d'affinités sensibles, en fait. C'est pas très pensé. C'est-à-dire que il m'est arrivé d'écrire l'histoire d'un chien racontée par un chien. J'avais aucun problème à me sentir chien. Et vraiment avec des réflexes de chien. Et là, je pense que c'est pareil. Il est bizarre, mais je sais pas comment dire. Ça pourrait être un grand sportif, ça pourrait être un vieil homme de 120 ans. J'aurais la même capacité à entrer dans un personnage à condition que je sois certaine qu'il y a une présence. Et comment naît la présence en écriture, là j'ai plus de mal à vous l'expliquer parce que c'est la partie difficile. Il m'arrive d'écrire et de me dire c'est terrible, c'est vide, il n'y a plus rien, il n'y a personne, donc j'écris très mal. Et puis tout à coup, c'est comme s'il y avait une espèce d'agitation, quelque chose de plus fort, et donc je peux me mettre dans la tête de quelqu'un qui n'est pas comme moi en fait. C'est par les mots, c'est par le souffle, et puis c'est par une obsession qui est peut-être cette chose qui me hante tout le temps. Ça m'obsède dans ces cas-là. Je me dis c'est pas possible. J'ai une histoire, j'ai un truc, j'ai quelque chose. Il faut que ça vibre. C'est chercher la vibration du personnage. Pourquoi est-ce que vous ne nommez jamais le mal ou la maladie ou la chose qui rend Homer si particulier ? Parce que je me dis, on comprend qu'il est plutôt précoce, qu'il est assez intelligent, qu'il est
assez fermé, etc. On voit que parfois il lui arrive d'avoir un tout petit peu mal à la tête, etc. Mais tout ce qui est de l'ordre de la maladie, je trouve, enfin gâchera toujours un peu la phrase. Donc j'ai écrit des livres sur des fous, j'ai jamais écrit qu'ils étaient fous, de quel mal ils étaient atteints ou qu'ils étaient dans un hôpital ou sous traitement. Je trouve que vraiment l'image est beaucoup plus forte. Et là encore, c'est un souci de phrase. J'ai l'impression que si je donnais un diagnostic, ce serait terriblement ou ennuyeux ou pas littéraire, en fait. Du coup, vous portez quelle voix dans ce livre? Vous portez la voix de cet enfant, des enfants qui sont touchés par quoi? Par la maladie mentale, le stress, le spectre autistique, ou c'est à nous, c'est au lecteur, encore une fois? Faites confiance au lecteur pour... Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas d'explication. En fait, moi j'ai toujours l'impression que ma voix, elle circule entre moi à mon bureau et le personnage, en fait, et que c'est dans cette espèce de mètre qui me sépare du personnage que toutes les voix peuvent se déployer. Mais je n'ai pas l'impression de Si, sans doute que je lui donne une tribune, là, avec ce livre, mais je donne pas la tribune à tous les enfants atteints de troubles comme ci ou comme ça. Je donne la tribune à Homer parce qu'il me fait rire, il m'énerve et qui m'attache et qui me fait pleurer, en fait, voilà. C'est juste pour lui. D'accord. Élie? À la fin, vous écrivez « La seule liberté, c'est la fiction ». Est-ce que c'est un message de la part d'Homer ou de votre part au lecteur ? La seule liberté, c'est la fiction. Je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de cette table, vous pouvez réagir. Je pense que c'est de ma part, ouais. Je pense que c'est... je lui fais dire ce que je veux à Homer, c'est quand même assez pratique. Donc, Bien votre métier, en fait. Hein. Donc oui, je pense que c'est toujours aussi, il y a du concret. Hein. Quand on termine un livre, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe, qui soit un peu un coup près ou pas. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ça. Donc là, le fait qu'ils nous disent ça allait avec le livre, ça allait avec l'histoire, ça allait avec ce que je pense. Et puis, il y avait ce côté radical chez lui que contenait cette phrase que je trouve en effet assez juste. Jean Cartur voulait réagir sur cette phrase. Cette question, la question de la fiction. Ouais. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse, mais j'aime cette réponse. En tout cas. C'est vrai que je n'en ai pas, mais je la prends et je l'apprécie. Bon, je vous la laisse. Gardez-la, parce qu'on va peut-être en reparler tout à l'heure. Un petit peu malheureusement, merci Claire Castillon, vous restez avec nous. C'est sorti chez Gallimard Scripto et c'est une voix singulière, vraiment, à entendre et à écouter et à lire naturellement. Je vous propose de faire un petit tour du côté de Keep avec ce petit best-of. Le livre, tiens, l'équipe de Keep a demandé aux auteurs qui participent à ce reportage quel livre les a fait grandir? Réponse tout de suite. Je ne trouve pas un livre qui m'a fait grandir parce que je n'ai jamais grandi. Ça, c'est pas facile parce qu'évidemment, il me faut encore grandir les livres que je lis aujourd'hui. Mais je suis retournée à la source, le premier. Et c'est Oui, chauffeur de taxi. Bah oui. Voilà. Le livre qui m'a fait grandir. Les journaux secrets de Marine. Ouais, c'est marrant de revoir ces couvertures des années plus tard. Le dernier jour d'un condamné, c'est une rencontre. C'est-à-dire, c'est aussi, encore une fois, comment l'écriture, la plume, permet de porter des valeurs, un engagement. Quand j'ai terminé la lecture de ce livre, j'ai pris un cahier, j'ai noté le titre, Les oiseaux, le nom de l'auteur, Taria Vesas, et le mois et l'année. Je n'ai jamais grandi en taille, en largeur, en longueur, mais pas mentalement. Je crois que j'ai toujours l'âge mental de, disons, 14 ans. Je trouve ça dans la bibliothèque de l'école. Et là, c'est le premier livre que j'ai lu seul, avec marque-page. Et je me souviens de cette joie immense d'avoir terminé un livre seul. Je n'oublierai jamais cette joie-là. Et cette fenêtre ouverte à ce moment-là. Je me sentais très proche de lui parce que comme lui, je me sentais enfant très proche de la nature, un peu extraterrestre dans la société qu'on me proposait. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la petite sœur qui raconte et qui trouve le journal secret de sa grande sœur. Moi, j'étais la petite, j'avais une grande sœur.
Et ça me parlait beaucoup. Je crois que nos frères et nos sœurs restent des mystères qu'on a l'impression de connaître intimement, mais qui restent des mystères. Mais ça m'a aidé à grandir. Ça m'a aidé à comprendre ma fratrie, je crois. Ce personnage, il va glisser petit à petit dans le roman, dans la folie, en fait. Et ça, j'en avais pas trop envie, mais j'ai pris conscience de ça, en fait. Je pouvais m'identifier à ce personnage, et en même temps, j'avais pas envie d'aller jusqu'au bout de ce personnage. La littérature m'a sauvé la peau, et je crois que je l'ai éprouvé tout de suite avec cette petite histoire mignonnette de Oui, mais c'était très fort, l'accès à la lecture. Je suis certaine qu'il y a un avant et un après le dernier jour d'un condamné. Certaine. Grandir, vous vieillir ou mûrir, je sais pas, mais... En fait, on n'arrête jamais de grandir. Hugo et le dernier jour d'un condamné, ça continue à me faire grandir. Alors j'ai posé la même question autour de la table à nos auteurs qui sont ici pour cette thématique de donner de la voix. Paola Guzzo, Colline Pierret, Claire Castillon et Arthur Scanu sur les livres qui les ont fait grandir. Mais c'est Lily qui a réagi la plus vite, la plus rapidement. Tu as grandi avec quoi ? Non, moi ça m'a fait penser à une saga de livres qui s'appelle Gardien des cités perdues chez Lumen de Shannon Messenger, et c'est une des premières sagas que j'ai vraiment commencé toute seule quand j'avais 12 ans, et je la lis toujours encore aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore finie, et donc j'attends le dernier tome avec impatience, et du coup je grandis avec à l'heure actuelle. Lily, donc tu es avec nous pour finir cette émission avec donc les auteurs que j'ai cités, puis aujourd'hui, maintenant, si tu veux bien, on va rentrer dans le monde de la poésie avec Arthur Scanu, Second Souffle, Bruno Doucet, éditeur. Arthur, vous êtes né à Marseille, vous êtes installé à Paris comme un grand nombre de Marseillais, Oui, tout à fait. en attendant de redescendre un jour ou l'autre, Redescendre. naturellement. Vous êtes libraire, donc poète et organisateur d'événements culturels. Votre premier recueil, Je crois que je viens de mourir, 10 pages au carré, est sorti en 2021. Nous entraîner un peu dans les pensées d'une jeune femme confrontée à la vacuité du monde contemporain. Avec Second Souffle, texte initialement soutenu par l'association Respiracteur. Vous allez nous expliquer quelle est cette association. Vous nous livrez un texte simple, mais loin d'être simpliste, sur le handicap. Alors, c'est moi qui m'y colle. Comment résumer de la poésie ? C'est un gros challenge, hein, c'est pas facile. Alors essayons. Second Souffle, c'est un hymne à la vie. Alors c'est cliché, je sais, mais c'est tellement vrai ici. Un hymne à ceux qui souffrent, qui vivent rattachés à une bouteille d'oxygène, qui n'arrivent pas à attacher leurs lacets. Alors qui d'autre qu'un poète pour transcender en une phrase cette pathologie respiratoire chronique, avec cette phrase par exemple « Demain, je vais cambrioler l'air qui m'entoure ». Un recueil touchant, drôle, optimiste, qui donne de la voix vraiment à ceux qui manquent de souffle. Et comme le dit votre éditeur, j'aime bien, une infime douceur face à la douleur. Lily, qu'en as-tu pensé ? Oui, alors moi j'ai une relation avec la poésie qui est un peu particulière parce que j'en ai un point de vue très scolaire. Tous les recueils de poésie que j'ai lus, c'était des recueils qu'on m'a fait lire à l'école et que j'ai pas forcément toujours appréciés. Mais là, j'ai beaucoup aimé, notamment le fait que sur la plupart des poèmes, on n'a pas besoin d'aller rechercher entre les lignes, d'analyser le poème pendant un certain temps pour comprendre ce que le poème voulait dire. Et c'est vrai que du coup, ça change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire moi et de ce qu'on a l'habitude de nous faire lire comme recueil de poésie à l'école. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de la Ça fait poésie. plaisir. Ah oui, 2020. et puis surtout, c'est vrai que la poésie a un peu mauvaise presse auprès des étudiants et des étudiantes. On nous l'apprend parfois pas toujours de la meilleure manière. On nous l'apprend aussi pour apprendre le par cœur. Donc ça peut créer aussi une appréhension, une angoisse. On n'en a pas tous et toutes des bons souvenirs. Moi, je me souviens d'une prof qui nous disait « La poésie, c'est compliqué. Les mots sont pas dans le bon ordre. Alors, on va les remettre dans le bon ordre pour bien comprendre la phrase. » Donc, parfois, on peut avoir aussi... Et au final, c'est ma passion, c'est la chose qui me porte, cette poésie. Donc, voilà, je peux comprendre ce rapport délicat, ce qui fait que je suis d'autant plus content si vous y avez trouvé quelque chose dont vous avez été sensible. Par rapport au recueil, peut-être... C'est vrai que c'est difficile de résumer de la poésie. Peut-être que raconter la genèse de ce projet permet de comprendre un peu ce dont il s'agit. Mon père est atteint d'une pathologie respiratoire qui s'appelle la BPCO.
que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent, qui est une pathologie respiratoire chronique. Et il a fondé une association en 2020 pour venir en aide aux personnes atteintes de ces pathologies liées au souffle. Et cette association s'appelait avant Second Souffle. Ce qui a donné, d'une certaine manière, le titre du recueil, puisque c'est dans le cadre de cette association que m'a été commandé ce texte, ce recueil. Mon père, qui n'est pas du tout lecteur de poésie, un jour me dit en plaisantant « Est-ce que tu pourrais pas m'écrire quelques poèmes à lire à la fin de mes événements pour les malades, les accompagnants, les accompagnantes, les professionnels de santé, pour qu'on ait un peu autre chose ?» Et donc j'ai pris sa demande très au sérieux, puisqu'en fait j'en ai écrit 1, puis 2, puis 10, puis une 50aine. Tant et si bien que ça a formé un petit recueil. Et mon père m'a dit, mais ce serait important de le donner aux personnes à la fin d'événements. Et donc on l'a tiré à 4000 exemplaires, qu'on a distribué gratuitement dans le cadre d'ateliers, de rencontres. Moi, j'ai réussi à en récupérer quelques-uns pour les donner autour de moi. Il se trouve que je connaissais Bruno Doucet, et donc je lui ai dit, votre éditeur, mon éditeur, et je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait. Si tu veux jeter un coup d'œil, je sais que tu es très occupé, mais à l'occasion, ça n'a pas d'autre ambition que d'être ce livre hors commerce. Et quelques mois plus tard, il m'a rappelé et il m'a dit, Arthur, j'ai envie de donner un second souffle à Second Souffle. Alors voilà, et c'était le début de l'histoire et ce qui a donné ce recueil-là. Lily. Oui, dans tous vos poèmes, il y a une alternance sur les pronoms et au niveau des points de vue. On peut passer du je à tu, à nous. Est-ce que c'était une façon d'inclure tout le monde, le malade, sa famille, les gens autour ? C'est une très très belle question parce que ça a été un gros sujet dans la genèse de l'écriture. Qui parle ? Qui s'adresse ? Qui dit ? Est-ce qu'il y a un je unique qui doit porter toutes les voix ? Est-ce qu'on utilise un tu, un eux, un vous, un nous ? Mais moi, je ne suis pas malade, c'est mon père qui est malade. Donc cette question de l'adresse, elle a été fondamentale. Et quand on côtoie des personnes qui ont des pathologies chroniques, on se rend compte que leur pathologie déborde leur seule personne et qu'elle touche autour. Les aidants. Les aidants, les aidantes, les collègues, parce que c'est très désociabilisant comme pathologie. Et donc, ce passage de l'un à l'autre me permettait de ne pas être fixé sur un point de vue, mais de pouvoir naviguer. Par contre, il n'y a pas de il, elle ou de vous. Il n'y a pas cette mise à distance. Voilà. Oui, c'est un recueil très touchant, avec plein d'amour et qui peut parler à tout le monde. Pour vous, est-ce que la poésie, ça fait partie des genres les plus universels et qui peut toucher le plus de monde ? Il ne peut pas te dire non. Je ne peux pas dire non. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas dire non, et en plus, je ne pense pas non. Je pense oui. Je pense qu'il y a un mystère dans la poésie. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument mystique, mystérieux, incompréhensible, qui fait que, comme dit Éluard, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que mettre du mot, alors là en l'occurrence mettre du mot MOT sur des mots MAUX, mais dire, chercher à dire, à nommer, sortir du silence dont on parle justement dans cette émission, c'est aussi rendre existant, faire exister les choses. Une dernière question et ensuite on fait un petit tour sur les livres. Oui. Dans le poème 29, Mon corps est un vieux paysage, vous écrivez un peu à la manière de Baudelaire qui souhaite transformer la boue en or. Est-ce que pour vous, le poète, c'est une sorte d'alchimiste qui serait capable de transformer le négatif en positif ?
alors, si on fait un tout petit détour étymologique, poiesis, c'est la transformation de la matière. Donc il y a vraiment cette idée que on prend une matière qui est la nôtre, qui est ce langage commun, ce langage du bavardage, ces mots, ces lettres qui sont les mêmes pour tous et pour toutes. Et avec ça, on en fait quelque chose. C'est cette matière inerte, mais qu'on retrouve dans toutes les autres pratiques artistiques. Le trait pour la BD, qu'on va retrouver dans la couleur, qu'on va retrouver dans le son, et qui est animé. Donc oui, il y a quelque chose de complètement alchimique. C'est formidable parce que j'entends parler, Lily, et j'entends la poésie. Je retrouve cet allant, cette envie, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on voit le propos. On se dit quand même, en plus en poésie, ça va être quelque chose, et on rentre dedans et on est pris. Et vraiment, chapeau bas. C'était un enjeu, que ce soit simple, positif, heureux, joyeux, voilà. Second souffle aux éditions Bruno Doucet. Allez, on fait la tournée des livres références. Moi, c'est la séquence que j'aime le moins parce que c'est celle qui me coûte le plus cher. Je prends des références et j'achète des livres. Enfin, c'est l'enfer. Mademoiselle, alors, une de tes collègues aussi a choisi un livre. Je te laisse te présenter. Alors, nous t'écoutons. Bonjour, je m'appelle Gaëtane et aujourd'hui, je vais vous présenter le coup de cœur. C'est Nous n'avons pas peur de Nathalie Amiri et Düzen Tekal. Qui retrace 16 témoignages de 16 femmes iraniennes de ce qu'elles ont subi avec la police des mœurs, la pression notamment religieuse, et au final comment est-ce qu'elles ont été réduites au silence. Et ce livre, c'est une manière du coup de leur rendre la voix. Il est très émouvant, très touchant, et à la fin on se dit mais heureusement qu'on n'a pas la même chose en France pour les femmes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, qui veut commencer ? Je vais le faire rapidement. Là, allez. En plus, j'en ai deux, c'est l'enfer. Donc, la tricheuse. J'avoue. La tricheuse. Pardon, désolée. Il y a toujours une suivre les règles. Allez. Alors, le premier, c'est Notre colère sur vos murs. Du coup, j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre qui a été écrit par le mouvement des collages contre les féminicides, mais le mouvement parisien. Donc, en fait, il est super important. Il a été super important pour notre compréhension de ce mouvement, pour tout plein de choses. Et c'est un recueil de témoignages, c'est un recueil de cartes, parce que voilà, selon les quartiers de Paris, les réceptions n'étaient pas les mêmes, les agressions par les passants n'étaient pas les mêmes, et beaucoup de témoignages qui permettent de comprendre un peu toutes les luttes contre lesquelles se battent, toutes les discriminations contre lesquelles se battent ce mouvement des collages. Donc c'est leur rendre honneur que de dire qu'en fait, elles ont déjà, parce qu'il y a aussi des personnes trans dans ce mouvement, bien sûr, créé un livre qui est super et que je recommande pour en savoir encore plus sur ce mouvement. Et le deuxième, c'est Nos absentes de la journaliste Lorraine Descartes qui signe la postface de notre livre. Et ça, c'est pour vraiment en savoir plus sur les féminicides. Elle s'est plongée dans des histoires très personnelles de beaucoup de victimes de féminicides. Et c'est un livre personnel et une enquête journalistique géniale que je recommande. Elle est très talentueuse. Claire ? Alors, on n'a pas eu beaucoup de classiques, ça fait plaisir. Bah oui, j'ai pris Une vie de Maupassant. En l'ouvrant pour vous en parler, j'ai vu qu'il y avait marqué mon nom avec marqué 3e 2, donc il est vieux. Pour évoquer notre thème quand même de ces personnages réduits au silence, je pense que Jeanne, qui est l'héroïne de ce livre, elle n'est pas si silencieuse que ça. Elle parle beaucoup à l'intérieur d'elle-même, mais elle est en quelque sorte silenciée, si je puis dire, par son entourage, pour pas déranger, pour pas faire de vagues, etc. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'en le relisant maintenant, j'explose de rire. Je me dis mais quelle horreur. Et ça, je l'avais pas vu en 3e. On n'étudie pas Maupassant avec le rire à l'intérieur. Et là, c'est... Voilà, et j'aime bien, et je pense que je me suis toujours sentie très 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 proche d'elle et de sa contemplation du désastre en recul comme ça. Et je pense que c'est exactement là que s'est posé mon élan ou mon envie d'écrire. Une vie, Maupassant. Une vie, il est là. Arthur ? Oui, alors celui que j'ai choisi, c'est... de la poésie. C'est de la poésie, voilà, comme par hasard, oui. Bon, prêche pour sa paroisse. C'est l'année internationale de la prévention des glaciers cette année. Et ce recueil Glacier donne la parole aux glaciers, fait parler ce biome, cet espace naturel, pour
à la fois dans un récit poétique, dans un quasi-reportage, dans un carnet presque, un journal intime de la nature, faire parler ces espaces qui sont silencieux et qui meurent lentement. Donc voilà, je vous encourage à regarder et à lire ce très beau recueil. Formidable. Merci beaucoup. Colline? Moi, j'ai choisi le livre Enfantisme de Claire Bourdil, qui vient de paraître et qui est... En fait, Claire, elle a fondé le collectif Enfantiste il y a quelques années, qui est un mouvement social de défense des droits des enfants et de défense des droits qui vise à l'égalité des droits entre les enfants et les adultes. Et donc, ce livre-là, c'est une sorte de somme sur l'état des lieux des violences dont sont victimes les enfants, qui balaye vraiment tous les endroits, tous les domaines dans lesquels ils sont victimes, ils souffrent de stéréotypes et donc elle part de ça, et à partir de là elle va défendre vraiment l'idée que l'enfance c'est pas une espèce de pré-état, c'est pas des citoyens de moindre valeur, mais que de seconde, absolument. Voilà. Le droit des enfants. Je pense qu'effectivement, il y a de quoi faire. Hein, il y a vraiment. Sélection qui bouquine sur le même thème, c'est tout de suite et on se dit au revoir après. Pratiquer l'art de l'autre, ça s'entretient. Petit florilège de titres à découvrir sur Kibookine pour donner de la voix. Et c'est ainsi que je suis née, de Fanny Michaelis aux éditions Casterman. Uppercut de Laurie Léveillé aux éditions Talent Haut. À croquer d'Anne-Fleur Multon aux éditions Thierry Magnier. Frelon de Loïc Demey aux éditions Chêne. Des filles normales de Manon Debaille aux éditions Sarbacane. Et chez vous, Kibookine. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur slpj.fr/Kibookine. Tic-tac, l'heure a sonné de nous quitter. Un grand merci à Paola Guzzo, un grand merci à Colline Pierret, à Claire Castillon, à Arthur Scanu, et puis un grand bravo, énorme bravo Lily, à toi et à ta classe et à ta professeure pour votre travail. C'était un immense plaisir d'être là à tes côtés. Merci beaucoup. Tu as pris du plaisir aussi, j'espère. Oui, c'était génial. Génial. À l'année prochaine alors, on croise les doigts. Au revoir. Au revoir.